Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Happy Hour. On va déroger un peu à la règle habituelle. Et oui, pour vous, il n'y a pas de grandes conséquences, mais on enregistre le matin. Pour nous aussi. Et donc, on n'aura pas nos canettes de houblon habituelles. On tourne aux pancakes et au jus de fruits. Aussi, tout à fait. Autant dire qu'on est en train de faire un truc totalement hérétique, mais c'est pas grave. Et hipster. Et hipster. Voilà, Donc ça ne s'appelle plus Happy Hour, ça s'appelle Sleepy Hour. Happy Smoothie Morning. Hour. Happy Breakfast. L'Happy Breakfast, Happy et pourquoi Pancakes. Et parce qu'on accueille Laurent Molin, monsieur Chiffre, Merci, sur merci YouTube. de m'avoir invité. Bienvenue, ouais. J'espère Voilà. que Jean-Victor va pas s'endormir. Ouais, ça va être compliqué. parce que, On va faire ce qu'on peut, mais Toujours avec les je promets habitués. rien. Du coup, Alexandre, Marc et Jean-Victor aux manettes. Du coup, tu fais penser qu'on fait ça le matin à cause de Laurent, alors que c'est juste une question d'emploi du temps et qu'on est surchargé, voilà. Exactement. Et Parce que, n'oublions pas Mathieu, notre Kojak de la bande. Ah oui, ça je crois que attaque le direct. son- Le son- Télé Savalas du Ça fait podcast. 30 secondes. Merci. C'était Voilà, une belle comme ça c'est émission. fait, c'est bon. Et pourquoi on est surchargé? Parce qu'en ce moment, c'est l'étrange festival. Exactement. Et d'ailleurs, je vous invite à y aller, même si au moment où vous entendrez ce podcast, ce sera fini. Non, peut-être le mois prochain. Allez-y l'année prochaine. Voilà. Peut-être que le mois prochain, Jean-Victor nous racontera ses 54 films vus cette année. Non, bah non, je travaille maintenant, tu sais. Je suis devenu une personne raisonnable, je peux plus faire 50 films. Mais tu vas quand même nous parler, en plus Oh oui. de l'étrange festival, de jeux vidéo. Oh, c'est magnifique. Quelle belle en introduction. plus, non seulement je vais parler de jeux vidéo, mais je vais faire une belle dédicace à notre présentateur, puisque je vais parler de l'un des chauves les plus célèbres de la planète. J'adore ce jeu. Voilà, on va parler du retour de Hitman, de l'agent 47. Pas au cinéma. Hein. Non, alors oui, évidemment, si Malheureusement. vous allez souvent au cinéma, vous savez qu'il y a des films Hitman, mais si vous ne le saviez pas, c'est un jeu vidéo à la base, qui est né au début des années 2000, et le but de Hitman depuis le tout début, c'est d'être donc ce grand chauve charismatique qui a la Merci. particularité d'avoir un code barre tatoué derrière le crâne, et dont le métier est un petit peu comme Mathieu, tueur à gages. Yeah. Et donc c'est un maître de l'infiltration, donc le but du jeu à chaque fois, vous êtes largué dans un endroit, dans un quartier, dans une ville, etc. Et votre objectif c'est de trouver la cible qu'on vous a affiliée et de l'éliminer de la façon la plus discrète possible. Alors la saga, il y a eu évidemment plein de jeux, on est au 5 ou 6e épisode, et ils ont refait un peu tout depuis zéro pour ce nouvel épisode qui déjà s'appelle Hitman, tout court comme c'est la tendance en ce moment avec les reboots, ce qui est très bien après pour repérer quel jeu et quel Tomb jeu, alors qu'ils ont Raider, tous le même nom, Hitman. c'est très pratique. Et donc le principe n'a pas changé, mais on va dire qu'ils l'ont un petit peu upgradé et mis au goût du jour. Il faut savoir un truc déjà, le jeu a été publié de façon assez bizarre, c'est-à-dire que le jeu n'est pas entièrement sorti. Ils ont sorti il y a 6 mois pour le lancement un premier pack avec les missions de démarrage du jeu et le premier niveau qui se passe Cocorico à Paris. Et ensuite ils ont fait des épisodes, c'est-à-dire que vous pouvez acheter les niveaux un par un, sachant que le deuxième qui est sorti se passe à Sapienza en Italie, le troisième se passait au Mexique et le dernier qui est sorti au mois d'août se passe en Thaïlande. Et alors les mécaniques sont toujours les mêmes, donc les fans de la saga sont pas perdus. En gros, vous arrivez dans des cartes immenses où vous pouvez passer dans toutes les maisons, tout ça. Et le but, c'est donc d'arriver à votre cible et de l'éliminer de la façon la plus discrète. Et là où le jeu est hyper intéressant et renouvelle vachement le gameplay par rapport au précédent, c'est qu'en fait, ils ont vraiment un peu scripté le game design et toute la façon de jouer. Mais en gros, il y a énormément de façons d'arriver à vos fins. Vous pouvez, par exemple, sur le niveau Sapienza, vous devez tuer un monsieur qui est un peu un baron de la drogue, etc. Et pour ce faire, en arrivant dans le niveau, vous croisez par exemple, là on fait un peu vivre les stéréotypes italiens, vous croisez une nana qui est en train de crier à quelqu'un à une fenêtre et qui lui dit tu vas être en retard pour le premier jour à ton taf en tant que chef cuisinier. Et donc vous pouvez rentrer dans l'immeuble, aller dans l'appartement, prendre son costume de chef cuisinier et évidemment vous infiltrer sans que la nana vous croise parce qu'évidemment elle va capter l'entourloupe. Et donc si vous faites ça, vous pouvez dans les cuisines et mettre du poison dans les pâtes et le monsieur va manger les pâtes et va mourir, ou alors vous pouvez mettre Pas mal. de la mort au rat Ça par rappelle exemple. quand Alexandre cuisine, quoi. Exactement. Il met de la mort au rat, Alexandre, comme Hitman. Exactement, dans les pancakes. Et si vous mettez de la mort au rat, par exemple, le monsieur va aux toilettes et vous pouvez le rejoindre aux toilettes pour le tuer. La tête dans la cuvette, hein, comme on aime. Ça a l'air vachement sympa. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous faire passer pour un livreur de fleurs parce qu'à l'entrée de la ville, il y a un camion de livraison qui s'est planté. Donc vous pouvez subtilement prendre un costume en tuant quelqu'un, prendre un bouquet de fleurs et aller. On tue un gentil livreur Ah de oui. fleurs. Oui, exactement. Mais c'est horrible. Oui, alors là où le jeu est quand même intéressant, c'est qu'effectivement, comme le souligne Alexandre, c'est mal de tuer des innocents, parce qu'a priori, les gens qu'on tue, il y a quand même une raison, tout du moins, on pense. Et donc, le jeu, évidemment, il faut être le plus discret possible. Si vous y allez comme des bourrins, genre par exemple, le premier niveau qui se passe dans un manoir à Paris où il y a un défilé de mode, il y a plus de 500 personnes dans le niveau. Si vous tuez les 500 personnes, concrètement, vous avez perdu, quoi. Le but, c'est évidemment de se faire le plus discret possible. Mais là où le jeu est vraiment bien foutu pour cette nouvelle itération de la saga, c'est que vraiment, ils ont poussé le concept à fond et les cartes sont immenses, c'est très vivant, il y a des personnages dans tous les sens, ce qui est déjà assez
difficile pour être discret. Et effectivement, il y a plein de façons de faire. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de refaire les niveaux pour essayer de trouver toutes les façons de dézinguer les gens. Bah, après, vous pouvez y aller bêtement avec un couteau ou un flingue, mais c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Et donc, du coup, chaque niveau qui sort tous les 2-3 mois sont une belle variation de gameplay. À chaque fois, il y a plein de façons de faire les choses. Et là où c'est encore intéressant pour les joueurs, c'est que vous pouvez y aller avec toutes les aides de base. Donc là, vous pouvez avoir une caméra qui permet de voir à travers les murs. Vous pouvez avoir une petite carte dans un coin de l'écran qui vous permet de voir plus ou moins où sont les gens et les cibles. Ou vous pouvez tout enlever et y aller à l'aveugle. Vous voyez juste votre personnage et ce qu'il voit devant lui. Et alors là, ça devient une tannée parce que du coup, il faut passer beaucoup de temps à savoir où est la cible. T'as essayé, toi, de jouer comme ça? C'est impossible. Enfin, moi, personnellement, faut à peu près 10 heures à analyser tout le niveau. Déjà, quand tu le fais avec les aides, moi, je mets 1h30 à comprendre un peu comment ça marche. C'est peut-être aussi parce que je suis gogol, mais bon, bref. Mais voilà, donc vous pouvez, que vous soyez novice ou un gros hardcore de la saga, tout le monde en fait trouvera son compte dans le jeu. Et en plus, bah voilà, il y a ce principe de niveau qui sort au fur et à mesure, sachant que les développeurs, pour pimenter un peu le truc, pour encourager les gens à déjà acheter le jeu et à suivre son développement, ils ont fait un petit truc qui est sympa, c'est des cibles temporaires où ils préviennent et disent tel jour sur telle carte, pendant 2 heures, il y a une cible à tuer, vous avez juste sa photo. Et donc, si vous arrivez à trouver la cible et à la tuer de la façon la plus discrète possible sans vous faire repérer, etc., vous gagnez plein de bonus. Sachant que, voilà, donc du coup, le jeu, par rapport à ce mode de sortie, vous pouvez l'acheter avec le pack de démarrage et ensuite les niveaux que vous voulez, ou vous pouvez prendre un pack d'emblée qui coûte 40 balles ou un peu moins si vous cherchez sur le marché gris, qui permet d'avoir tout le jeu d'un seul coup et dès qu'il y a des nouveautés, vous les avez automatiquement. Et donc voilà, je me disais, comme Mathieu, à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo, il est perdu, si on parle d'un chauve, peut-être que ça lui parlera un peu plus. D'ailleurs, quand est-ce que tu te fais tatouer ? Derrière le crâne? Oui. Bah oui. Bientôt. Okay. Est-ce qu'il y a une histoire? Parce que je me rappelle que Absolution, le jeu précédent, Oui. ils avaient justement un peu changé la mécanique du jeu en ajoutant une vraie histoire avec un vrai fil conducteur. Ouais. C'était vraiment scénarisé et on abandonnait un peu le côté mission. Et là, on revient au côté mission en fait. On revient au côté mission. Alors le jeu, par rapport à son statut de reboot, en fait, essaie de décrypter les premières missions plus ou moins de l'agent 47. Il essaie de créer une espèce de mythologie dont tout le monde se fout parce que de toute façon, on veut juste tuer des gens. Hein. Mais effectivement, ouais, il y a un semblant d'histoire. En fait, à chaque fois que tu termines un niveau, t'as une espèce de cinématique toute pourrie avec un méchant russe qui parle comme ça et tout ça. Bon, bref, sincèrement, moi personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas les cinématiques. J'arrive même plus à faire le lien. Il s'en fout de l'histoire, Jean-Victor, il veut juste dézinguer les gens. Non mais en fait, tu passes tellement de temps à analyser les niveaux machin que quand tu termines un niveau au bout de 10 heures de jeu, juste la cinématique qui arrive et qui doit faire un rappel avec la précédente, tu t'as oublié. Et, ça, tu joues toi un peu, Laurent? J'ai plus trop le temps de jouer, mais j'ai joué par le passé. Hitman, j'ai jamais essayé. J'ai vu le premier film, c'est tout ce que je connais d'Hitman, donc c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Non, j'ai pas vu le deuxième, mais la bande-annonce m'a suffi. Mais non, je jouais plus jeux FIFA ou un petit peu Assassin's Creed, enfin les classiques. Assassin's Creed, quelque part, c'est Hitman en mode... Quand tu parlais effectivement du mode je vais aller tuer des gens et il faut que je reste discret, etc., ça me rappelait un peu Assassin's Creed où tu retrouves ce mode-là. Mais non, ça prend trop de temps, là, 10 heures pour... Tu peux le faire plus vite avec les aides. Hein, mais tu peux passer les cinématiques, a priori, déjà. Ouais, mais en plus, voilà, là où le jeu est bien, c'est qu'effectivement, il y a assez peu de niveaux au final, mais ils sont tellement grands, tellement riches et tellement bien foutus qu'on y passe un temps fou pour trouver toutes les façons de tuer les gens, trouver les autres cibles, parce qu'il y a des missions parallèles pour évidemment maintenir la durée de vie sur un niveau. Donc c'est très fouillé, très bien, très sympa, puis voilà. Au final, tu recommandes quand même. Ouais. Il vaut mieux jouer aux jeux vidéo que voir le film? Tu connais la réponse à cette question. En attendant, le prochain film qui adaptera donc le reboot du jeu vidéo, ce sera le reboot du film. Non mais le pire, c'est qu'il y a moyen de faire un super film avec cette saga. Je postulerai au casting, ouais. Très bien, merci Jean-Victor. De rien, Mathieu. C'était une dédicace, j'espère que ça t'a plu. Merci. On va passer tout de suite à un sujet plus éthéré, la bande dessinée. C'était juste pour dire éthéré en fait. Un sujet plus grave, plus sérieux. Je passe le micro à Marc, c'est très dur le matin d'enchaîner. Ouais, je voulais parler un peu de BD parce que ça faisait longtemps. Déjà, ça faisait longtemps. C'est la rentrée littéraire et on parle tout le temps de tout un tas de romans qui sortent. Et en fait, il y a plein de BD qui sortent en même temps en septembre. Il y a les éditeurs misent beaucoup sur cette période pour sortir des titres. Moi, j'en ai retenu 2. Le premier, c'est le tome 3 de l'Étoile du désert, pardon. C'est écrit par Desberg et dessiné par Labiano. Et alors c'est un peu particulier, c'est en fait le préquel d'un diptyque qui s'appelait L'Étoile du désert, donc aussi, et qui était sorti en 1996. Donc les mecs, ils avaient fait 2 tomes en 96.
une histoire courte. Ils sont passés à d'autres séries, puisque Desberg et Marini, ils ont notamment bossé sur Rapace et Le Scorpion. Et ils avaient fait une super histoire très carrée où un agent du gouvernement qui habite Washington voit sa femme et sa fille assassinées dans sa maison. Il part dans le Grand Ouest pour essayer de retrouver le coupable parce qu'il sait que le mec est reparti là-bas et il y a des mystères, il y a du retournement de situation. C'était vraiment une BD que moi j'avais vraiment kiffé à l'époque quand c'était sorti, avec un personnage très carré qui ressemble un peu à Sean Connery avec une barbe blanche, tout. C'était vraiment super. Et là, ils ont passé la main au niveau du dessin, donc c'est plus Marini qui dessine, c'est Labiano. Et ils font un préquel. Et moi, j'ai trouvé ça pas très bien en fait. C'est pas que c'est pas très bien, c'est que c'est vraiment très très différent de l'original. L'original, c'était vraiment un truc en 2 tomes carrés, de l'action, une fin, et on n'en parlait plus. Là, tu sens que ils ont en tête, ils se disent, voilà, le western c'est à la mode en ce moment. Il y a Undertaker qui est sorti, il y a Mathieu Bonhomme qui a repris Lucky Luke. On en avait parlé dans un précédent podcast. C'est assez vendeur, et du coup tu sens que les mecs, plutôt que de refaire un diptyque carré, ils sont partis sur une saga. Donc du coup ça met 1000 ans à se mettre en place. Il y a des flashbacks, on sent qu'il y a des vagues connexions avec l'univers des trucs précédents, puis ça se passe très très en arrière. Et moi ça m'a un peu déçu parce que je voulais un truc vraiment brutal et carré comme l'original, et j'ai jamais retrouvé ça. Dans ce que tu racontes, ça me rappelle un peu l'intention qu'il y avait aussi sur 13 par exemple, de vouloir expliquer le passé de la saga, ou de créer en tout cas plein de fils narratifs, et tu te paumes un peu et au bout d'un moment tu perds l'efficacité des premiers volumes. Ouais, c'est ça, l'efficacité elle est complètement à la ramasse. Là on parle, ça commence sur des choses qui n'ont rien à voir, on découvre des personnages et on se dit que peut-être ce seront eux. On fait connaissance avec Étoile du désert, qui est une indienne en fait, qui donne le titre à sa série, et qui n'apparaît pas dans les originaux. Elle est mentionnée pour une raison bien particulière. Et là on part, il y a des rêves mystiques aussi, il y a des Indiens qui font de la magie, enfin c'est vraiment une tonalité très très différente, un trait très différent. Je trouve que Labiano il s'en sort quand même largement moins bien que Marini en plus sur le dessin. Donc voilà, je comprends la volonté de Dargaud de sortir une série western, de tenter sa chance là-dedans et de faire face un peu à la concurrence et de tenter une histoire, et à la fin on se doute que les morceaux vont se recoller et que ça va rejoindre le diptyque de 96, mais moi je suis passé à côté. Mais on sait combien de tomes il y aura ? Non, ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé. Parce que c'est marrant, c'est que la manière dont on parle, en fait, on a l'impression que c'est un truc un peu opportuniste, et ils se sont dit tiens, ça fait 20 ans, c'est un peu culte. Moi c'est un peu l'idée que j'en ai, c'est qu'effectivement ça semble un peu opportuniste, parce que tu sens qu'ils ont vraiment envie de prendre leur temps, et que la mise en route, j'imagine que si ça se vend bien, ils vont prendre leur temps pour raconter toute l'histoire jusqu'à se reconnecter. C'est quelques années auparavant, et il y a vraiment un potentiel pour faire une saga très longue en fait. Vaut mieux lire les 2 premiers volumes qui sont... faut lire les 2 premiers volumes. Je pense qu'en plus ils ont été réédités à l'occasion, ils sont retrouvables facilement, ils sont même vendus en un seul maintenant. Donc c'est l'original de l'Étoile du désert, c'était vraiment super bien. Le tome 3, par contre, voilà, sachez que si vous commencez par le tome 3, puisque en fait c'est le tome 0, c'est un peu compliqué, c'est comme Happy Hour, la numérotation est chelou. Ils étaient peut-être bourrés eux aussi. Le tome 3 est un préquel, donc du coup si vous commencez par le tome 3 et que vous vous dites ouais c'est pas trop mal, sachez que ça mène à un truc qui sera mortel à la fin. Ok. Mais qui existe depuis 20 ans. Et qui existe depuis 20 ans. Donc voilà. C'est la déception de la rentrée. C'est la déception. Ouais, c'est un peu la déception. Moi je tranche, je suis là pour trancher. Qui a l'esprit. Je suis passé à côté, moi ça m'a pas. Mais ça peut-être as-tu une autre bande dessinée à nous Je suis présenter. le roi des transitions ce matin. Oh là là, Mathieu. Ah ouais. Je plonge dans l'optimisme. Alors ouais, ça tombe bien. J'ai lu 2 BD et j'en ai lu une boaf et l'autre vraiment super. Et l'autre s'appelle Ravage. C'est écrit par Jean-David Morvan et c'est dessiné par Ray Makutaï. Je sais pas comment on prononce en fait parce qu'il est philippin ce monsieur. Du coup ça doit pas être comme ça. Mais c'est bon, peu importe. Voilà, si quelqu'un nous écoute et sait comment ça se prononce, on veut bien savoir. Voilà, on veut bien savoir. Sachez que c'est sur Ravage, c'est l'adaptation du roman de Barjavel, qui avait été écrit dans les années 40 et qui racontait un peu la fin de notre civilisation, quoi. C'était des mecs qui se retrouvent sans électricité. Ouais, c'est un des premiers récits post-apocalyptiques. Post-apo, ouais, c'est ça. Et un truc assez cool. Et ben moi j'ai trouvé ça super bien, c'est remis au goût du jour par Morvan. Donc pour les deux du fond qui savent pas qui est Morvan, c'est le mec qui a fait Siège,
qui a fait de Plein très de- très bons albums de Spirou, qui a fait tout un tas de machins, qui a bossé pour Ankama à un moment donné, qui est Beaucoup, parti beaucoup de faire, qui a fait des tentatives au Japon. C'est un auteur hyper prolifique que moi j'aime beaucoup, qui écrit de très chouettes trucs. Et donc là, il a remis Ravage au goût du jour. Évidemment, parce que la science-fiction écrite dans les années 40, c'est comme si tu lis du Philippe K. Dick maintenant, c'est de la SF, mais les mecs ils utilisent des cartes à trous, donc c'est toujours un peu étrange. La technologie, Mais c'est très bien, Philippe Cadic. la technologie est dépassée, tu vois. C'est toujours un peu chelou de lire ça maintenant. Et donc du coup là, c'est méga moderne. Tout le monde a des smartphones, les voitures volent, c'est dans un Paris relooké avec des écrans partout. Ouais, ça se passe en 2016, quoi. C'est Renaissance. C'est ce que j'allais dire. Renaissance, ouais. Et donc là où c'est particulier par rapport au bouquin, c'est qu'il commence par la fin. La fin du bouquin de Barjavel. Décidément, c'est le bordel en Ça vaut le bordel, hein. c'est- Non, mais ça marche bien. Là, par contre, ça marche super bien. La fin du bouquin de Barjavel, c'est le héros vieux qui vit donc sans électricité parce qu'il n'y a plus d'électricité dans notre univers et qui s'attaque à une machine parce que des mecs ont construit une machine un peu à la Terminator et il a une espèce de... C'est le Sarah Connor du futur. Le mec, il a envie de détruire la dernière machine existante. Sarah Connor. Et en fait, il commence là-dessus, sur le héros vieux, un type avec une grosse barbe, un long impair, une arme. Les mecs, ils sont un peu, ils mélangent de la techno, c'est du post-apo à ce moment-là, donc ils mélangent ils ont des épées, des haches et ils vont attaquer des tanks. Donc Ça a l'air cool. C'est tout mélangé. Et après ça, il revient en arrière et on découvre la jeunesse du personnage. On découvre qu'en fait, c'est un mec presque comme un autre qui cherche une place dans une université, qui a une copine qui est en train de potentiellement de devenir une rockstar et qui a un manager qui est un peu trop proche d'elle, disons. Et il y a toute une intrigue qui se met autour de ça, et la fin du tome, c'est l'électricité qui s'arrête. Ça se termine là-dessus. Donc c'est pas un one shot, c'est en plusieurs tomes. Il y aura 3 tomes, si je dis pas de conneries, ou 4, je vais vérifier Ouais, ça. 3, je crois. Il y aura 3 tomes, oui, parce que de toute façon, le roman, il y a un début et une fin, donc on sait. Là, ce qui est intéressant, c'est comme dans la BD précédente, en fait, on sait où on va, puisqu'on a commencé sur la fin, on a commencé sur le mec vieux, et maintenant, on va nous raconter pourquoi il est devenu comme ça et quel a été son combat. Mais il y a des trucs super intéressants. C'est super bien dessiné par Rema Kutaï. Le Philippin, c'est découpé comme du comics, il y a des cartes géniaux. Il change son trait quand on passe en flashback. Enfin, moi, ça m'a vraiment emballé. C'est rythmé. Là. Ça se termine sur un gros cliffhanger façon série. J'avais pas vu ça. On voit pas ça souvent dans la BD. T'avais lu le bouquin à la base ou pas? Non, j'ai pas lu le bouquin. Je me suis renseigné après avoir lu la BD, mais j'avais pas lu le bouquin. Tu l'as lu, toi? Non. Enfin, Quelqu'un a lu Non. Parce que ça aurait été intéressant de honteux, savoir ça si aurait été justement, en intéressant fait, de il comparer. faisait des changements par rapport au récit original. Ouais, il fait force, ça se sent dans les personnages et la manière dont c'est traité, etc. Je pense que le héros est toujours le même, ça a l'air d'être à peu près fidèle. L'univers est changé, puis il y a cette espèce d'impresario de la copine du héros qui est un méchant en fait, qui lui ne pouvait pas exister ou alors foutu vraiment différemment parce que c'est vraiment très moderne dans sa manière de le traiter. C'est un gros mec qui veut faire du buzz avec une star et ça c'est 2016 quoi, tu vois, c'est pas Hashtag buzz, c'est exactement hashtag ça. Morandini. donc Est-ce voilà. est-ce qu'on peut dire que cette BD fait des ravages? Oh merde. Oh là là, Je l'ai ça en fait tête, longtemps que tu je l'ai en l'attends tête. celle-là. Ça fait longtemps que On je est au l'ai. 3e jus d'orange pour Alexandre, il est un peu excité. Alors, moi- Il trépigne depuis le début, tu vois, comme ça. Moi j'adorais qu'elle fasse des ravages. C'est sorti le 7 septembre et moi, Et il y a eu 2 exemplaires vendus. et j'en ai pas super entendu parler. Donc Non, je mais moi trouve je l'ai ça vu à un la peu, Fnac. Enfin, Elle est en rayon, mais il n'y a pas une presse folle, alors que c'est quand même Morvan qui adapte Barjavel. Ça mériterait on d'être un petit invite peu Morvan poussé, quoi. à venir nous voir une prochaine fois. On pourrait. Donc voilà, c'était très cool, c'est chaudement recommandé. C'est chez Glénat, c'est sorti, c'est dispo. Allez l'acheter. Achetez-le. Et achetez j'ai les oublié livres. de préciser que Happy Hour, pas du tout, que l'Étoile du désert, Happy Hour aussi est sorti. Écoutez-le. J'ai oublié de préciser que l'Étoile du désert, tome 3, sort le 23 septembre. Donc c'est là, à l'heure où on enregistre, c'est la semaine prochaine. Ah, tu l'as lu en avant-première. Ouais, je l'ai lu à Po, l'avant-première po, et j'en po. profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement les gens de chez Dargo et Glénat qui ont été très gentils de me filer les BD en avance. Ils l'ont regretté vu que tu leur as défoncé leur BD. Non, c'est pas si horrible que ça, mais voilà. C'était la dernière fois que Merci, tu as fait le DVD. Merci de nous Voilà. avoir prêté votre BD. Et puisqu'on parlait de post-apocalyptique, on va parler du flop de l'été. On va parler de Ben Hur. Oh la transition, elle est rude, là, non Alors, Ouais, Alors, ça fait Mathieu, Si ce je n'est cherche- pas du post-apo, je Bénur. cherche encore le J'ai pas rapport, compris, mais Moi, C'est le score je au box-office qui est un je- peu je trouve Ouais, que- c'est vrai. je trouve qu'elle est vachement tirée par les cheveux pour un chauve cette transition. Oh là 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 là. Je
parlais. Ah, c'est le matin, c'est dur. Ah, t'as vu Laurent qui est Monsieur le Chiffre. On va rappeler rapidement que tu animes un blog sur le box-office cinéma. Toutes les semaines, tu publies plusieurs articles sur les chiffres, 14 heures, journée. Tu fais des bilans, etc. Et Le blog, c'est le box-office pour les nuls. box-office pour les nuls. Et tu as récemment lancé ta chaîne YouTube. Donc Monsieur on peut le dire que chiffre. tu es un YouTuber. Ouais. Où tu Bon, disais je que suis pas encore au niveau d'un Durandal, hein, mais bon, on Oui, essaye. Hein. Équivalent au box-office. Quoi. Voilà. Et tu voulais nous parler, on va parler peut-être un peu plus du box-office en général, mais tu voulais nous parler du succès retentissant de Ben Hur. En Est-ce fait, que je voulais quelqu'un l'a savoir vu voilà, je voulais vous demander qui l'avait vu déjà. Non, merci. Non, pas du tout, non. 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 Moi, je suis- Alors, faut poser une autre question, c'est qui avait envie de voir Ben Hur? Pas du tout. Voilà. Ah, merci. Moi, avait un peu, je strictement pense rien à qu'avec foutre, des moi. bières, ça peut être rigolo. Alors, moi, je l'ai vu. J'avais pas obligatoirement envie de le voir. Un petit peu Sobre. quand même, je pense qu'il y avait un Alors, petit première question, pourquoi? Alors pourquoi Parce que je sentais le Un peu film pour le tout travail. seul dans les Ouais. salles et ça m'a fait de la peine. Et non, parce que, enfin, je pense qu'il y a un petit côté nostalgie. J'aime bien le genre et il y en a pas tous les 4 matins qui Le sortent. péplum. Et en fait, je sais pas, le réal aussi m'intrigue. Alors, j'avais Timur. vu Le chasseur de vampires Abraham Lincoln. On qui rappelle était que c'est un ovni. Timur Beckman-Betov. Ouais, je te laisse prononcer le nom, mais Moi, je l'appelle Timur Beckman-Betrave. voilà. Non, mais C'est la drôle. fin de ce podcast, merci. sa trilogie Nightwatch, etc. Enfin, il y avait des trucs intéressants. Wanted, moi j'avais trouvé ça visuellement aussi intéressant. Et je me Vite suis fait, dit, s'il apporte un peu sa folie et ses idées dans le péplum, ça peut être. Ouais, sauf qu'à la Il peut se bande-annonce, passer tu des choses. te rendais déjà compte que c'était problématique. Voilà. Mais bon, c'est pas aussi. Enfin. Si c'est à peu près aussi mauvais qu'on l'imagine. Je me suis pas ennuyé, c'est déjà un point positif. Mais après voilà, le film, enfin, il est pas super intéressant. Le but c'était pas vraiment de parler du film, surtout s'il l'avait pas vu. Mais globalement voilà, c'est assez mal fait. Ça manque de moyens. Il y a Les Morgan acteurs Freeman qui a des dreadlocks. charismatiques. Et bah, ça c'est intéressant parce que dans l'abondance, je pense qu'on s'est tous dit what the fuck Morgan Freeman avec des dreadlocks. Et puis bah quand il arrive dans le film, tu te dis what the fuck toujours. Tu t'es toujours pas fait à son look en fait. Tout le film tu bloques, tu te dis mais c'est pas possible. Donc tu t'habitues pas. Mais voilà, les acteurs sont pas charismatiques. Avant de revenir sur le box-office, moi j'avais juste une question. Est-ce que Vas-y, c'est tu peux un le faire. Est-ce que c'est un film qu'on peut regarder avec des potes, des bières et on se marre si on est un peu bourré devant ou c'est un Bah, peu chiant? C'est pas chiant, mais tu vas pas non plus te marrer. C'est pas la grosse Est-ce qu'on peut faire déconne. un diptyque en une soirée, voir God of Egypt et Ben Hur? Non, là, on est vraiment dans la Putain, le dans la parallèle. grosse déconne Gods of Egypt. Non, Ben Hur, ça reste quand même, ça reste sérieux. Enfin, tu tombes rarement dans le ridicule en fait. C'est un T'es film toujours qui est à la vachement limite. premier degré du coup. Ouais, qui Ok. est très premier degré, bah très. Il y a quand même tout le fil conducteur avec Jésus derrière. Enfin, il y a une vraie. Ok. Ah non, il y a une vraie morale américaine chrétienne dans le film. Non, ça c'est vraiment premier degré. Donc non, je le conseille même pas Mais, en délire de pote. Et du coup, qui l'a vu dans le monde? Est-ce qu'il a fait un résultat? 2 personnes. Bah, en Dans fait, le- c'est ça. Alors, il est pas sorti encore partout dans le monde, mais les résultats, en général, on l'avait vu sur, c'était Exodus, qui avait pas trop marché aux États-Unis, et quand même rattrapé. Le genre marche bien en général en Amérique du Sud, en Europe. Enfin, c'est Le un genre péplum qui, ou- voilà, le ouais. péplum. Et là, non, en fait, c'est catastrophique partout. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que le film ne se rattrape pas à l'international. Et il sort dans l'indifférence la plus totale partout, et en France. Et c'est pour ça que je voulais en parler, en fait, parce que c'est, au-delà du fait que ce soit une grosse production qui marche pas, ça reste un remake d'un film qui a fait, Ouais. à l'époque, je crois, plus de 13 millions d'entrées, quand même. Donc tout le monde a vu Ben Hur, je pense. Et que ça sorte avec autant d'indifférence, c'est au-delà d'un accident industriel, c'est un échec artistique, c'est un échec de marketing, enfin c'est tout ce qu'on peut. C'est le flop de l'été, quoi. Ouais, c'est clairement le flop de l'été. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au marketing? Parce que justement, le film a été très peu vendu au final. Les bandes annonces dans les salles et notamment les affiches dans la rue, etc. il y a Ça quand arrivait même hyper tardivement. Pas genre. mal d'affiches dans le métro, moi Il y a j'ai eu, trouvé. il y a eu, je pense, beaucoup d'affichage et assez tardivement, mais bon, à la limite, ça c'est en général un peu toujours le cas. Je pense que la première bande-annonce a tué le film. Et, Ah bah, faut et dire derrière, qu'elle était formidable. ils ont quand même mis les moyens, Paramount, pour sortir le film.
moi j'ai vu, enfin encore une fois, beaucoup d'affichages, les bandes annonces, Ouais, etc. souvent je vais élargir un peu le sujet, mais souvent les premières bandes annonces sont de plus en plus déterminantes. Ghostbusters par exemple a commencé à avoir des problèmes dès la première Ah mais bande annonce. finalement c'en est pas si mal tiré malgré le buzz qui était très négatif au départ. Mais du coup, là, ouais, ils jouaient un peu sur leur première bande-annonce. On pense à Jurassic World aussi, qui avait lancé une première bande-annonce avec des effets spéciaux pas finis. Enfin, souvent, c'est de plus en plus le cas d'ailleurs. Du coup, c'est hyper déterminant cette première vidéo qui arrive en ligne. Enfin, Jurassic World, en l'occurrence, ça n'a pas été dédommageable au film. Ouais, parce que les premières images et premiers retours étaient pas super positifs. Et, Ouais, c'était. Du coup, ils ont remonté la pente après, mais. Du coup, ouais, Ben-Hur, c'est vrai que il n'est jamais Mais remonté. Ben-Hur, en même temps, pour moi, il n'y a qu'une bande-annonce. Enfin, les autres trailers, personne n'en a parlé. Ouais. Et Ouais, non, c'est ça, ouais. le destin était scellé dès le premier trailer. Au Exactement, deuxième plan, ouais. puis le numérique. on J'ai était, wow. rarement vu un film aussi. Enfin, tu dis, son destin était scellé à la première bande-annonce. Finalement, est-ce qu'on avait envie de revoir un Ben-Hur alors que le grand classique. C'est ce que j'allais demander. C'est il y a beaucoup de films. Il y a des films, tu te dis, bon, un remake de ça, pourquoi pas. Refaire Ghostbusters sur le papier avec une équipe féminine et moderniser un peu le truc. Non. Oui. Pas une bonne Sur idée. le Est-ce Ouais, que tu refaire un va- Cléopâtre, pas- un Ben-Hur, un sans- vieux péplum sans penser au résultat, hein. J'aime pas le nouveau, mais Mhm. tu te dis, ouais, pourquoi pas. Il y a des films qui peut-être se prêtent au remake. Là, Ben-Hur, c'est un grand classique intemporel. C'est génial de bout en bout. Et puis en plus, Non, c'est quoi. un film qui a eu 12 Oscars ou un truc comme Ouais, ça. à enfin, l'époque. Est-ce qu'on aurait envie de revoir un Autant n'emporte le vent Non. avec Non, une c'est pas, facture voilà, moderne c'est pareil. Ou alors, il faut vraiment faire un truc en tapant cherchant à faire un truc de qualité là, c'est égale, vrai. quoi. T'as raison, Taper il y a- un immense réalisateur actuel, prendre Brad Pitt dans le rôle de Ben-Hur, faire ça par, je sais pas, Fincher, tu vois, un truc avec des moyens, des couilles. La manière avec laquelle tu racontes ça m'a fait penser à Ave César dans Ave César. Tu vois, c'est une production complètement pétée au final. Pour le coup, qui était un faux. Enfin, Là, éventuellement, ça pourrait marcher. Mais là on met le mec qui a fait Daywatch, Night Watch, que j'avais détesté. Moi, c'était horrible ce truc-là. On met des acteurs inconnus et Morgan Freeman avec une perruque, ça peut pas fonctionner, quoi. Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas de promesse à part refaire la course de char qui d'ailleurs est décevante puisqu'on l'attend un peu dans le film et qui apporte pas grand chose. Il n'y a pas non plus beaucoup d'idées, enfin ça reste assez classique. Mais c'est ce que tu dis en fait, le vrai problème le péplum ou enfin les nouveaux péplums qui ont été faits. Clairement, s'il n'y a pas un casting fort ou un réalisateur fort derrière, je comprends même pas qu'ils aient pu lancer un projet sans avoir une tête d'affiche ou un Ridley Scott ou autre. Enfin, peu importe, mais quelqu'un qui porte le film. Hein, si on regarde tous ceux qui ont été lancés et qui ont fonctionné, la recette elle est simple. Hein, c'est des stars et derrière un réalisateur qui tient la route. Ouais, mais après, c'est aussi un genre qui est un peu passé de mode parce que si on regarde les précédents, Exodus ça a pas très bien marché, No Way de Aronofsky ça a pas très bien marché. En même temps, c'est Pompéi, deux un films petit qui peu. sont pas terribles. Mais il y a, moi, j'aime bien je pense No qu'il y Way. a aussi la qualité qui Il y a fait un peu que de c'est ça, plus ouais. difficile de savoir si c'est le genre qui est un peu plongé. Mais je pense que Ben-Hur, le truc est dans les tiroirs depuis des années, à peu près au moment où Gladiator avait dû marcher et que la machine était en marche et ils ont pas su l'arrêter en se disant c'est fini, le genre est peut-être un peu à nouveau dans le creux et il faut attendre avant de ressortir. Oui, parce qu'au final, il y a eu le succès de Gladiator, mais après, il n'y a rien qui a réussi à. Il y a eu arriver au niveau, trois, quoi. ouais, il y a eu trois. Il y a eu des séries télé qui ont quand même été. Enfin, il y a eu C'est vrai Rome, qu'il y a eu Spartacus, même si c'est un peu plus il série y a eu des Spartacus a tentatives, mais c'est cartonné. vrai que le dernier grand péplum, c'est Gladiator finalement. Il n'y a rien eu depuis, hein, vraiment. Kingdom of Heaven. Bah, en termes de Kingdom of succès, Heaven, c'est en termes de médiéval. succès, non. Moi, Ouais, c'est plus médiéval, on le met moins dans le genre. Mais ouais, il y avait le seul c'était auquel je trois et pense après, c'est Gladiator. Alexandre de Oliverstone, mais qui s'est aussi planté à Ouais, sa qui s'est sortie. aussi planté. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné cet été? Est-ce qu'il y a des genres ou des films qui s'en sont sortis dans cet été un peu morne? Bah, c'est un peu. Alors, ouais, si on fait un France-États-Unis, c'est un peu différent, on peut peut-être un peu séparer, mais. Chine aussi. Et, À ouais, part, à part Camping 3. à part Camping 3, bah, on peut dire que le cinéma français était encore un peu à la ramasse cet été. Pour changer. Voilà, hormis Un peu. toujours la comédie. Hein, tu disais Camping 3, il y a eu le film Retour chez ma mère aussi qui était sorti en début Gros d'été. succès, ouais. Mais sinon, ça a été assez compliqué. Mais voilà, bah, globalement, ce qui ressort, c'est que les gens en ont peut-être marre des suites et qu'ils ont envie de voir des films d'horreur. C'est un peu ça les grandes tendances. Enfin, je sais pas comment vous avez ressenti les choses sur. Mais en encore fait- les films d'horreur quand ils sont distribués. Ouais. En fait, Quand ils sont distribués. Ouais. Ouais, après ça c'est un autre sujet, mais effectivement quand on voit les difficultés de distribution, encore que ça freine pas forcément leur entrée globale, mais cet été était quand même un petit peu tristoun côté gros film. Bah, y a un exemple aux États-Unis en ce moment qui est quand même encourageant, c'est le succès de Don't Breathe, le nouveau film du réalisateur du remake de Evil Des Dead, Dead, ouais.
donc qui est une petite série B qui a coûté, je sais pas, 9 millions, je crois, et qui, à son week-end d'ouverture, en a rapporté plus de 20, ouais. Donc voilà, c'est un truc la formule- qui la est formule rentabilisé automatiquement. Et puis Ça c'est fait- un ça fait vrai 4-5 film ans. rated R, de genre, machin. Voir un film comme ça qui cartonne et qui a fait ramener plus de 50 millions actuellement. Bon, au final, ça c'est une formule qui est désormais assez classique. Ça fait une dizaine d'années avec les sauts, avec les. Oui, non, parce que- Paranormal on a des Activity, films- Ouais, mais là les- c'était un modèle de production qui est Oui. un peu plus élevé parce que les Paranormal Activity, les Insidious, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est des films qui coûtent que dalle. Enfin, ça coûte même pas 1 million. Là, on a un vrai film qui coûte un peu plus de 5 millions de dollars, qui est bien produit, etc. Donc voir des espèces de budgets un peu plus élevés comme ça qui arrivent à arriver au premier au box-office devant Suicide Squad, devant Star Trek et plein de trucs, quelque part c'est rassurant quoi. C'est comme là, le week-end qui vient de passer, le premier film box-office US, même si c'est pas un carton, c'est Blair Witch. Donc ça prouve effectivement que les gens veulent un peu retrouver des frissons et des trucs qui leur mettent Enfin, pas Blair en Witch tronche, quoi. se plante dans les grandes Ouais, larges. Non, c'est pas un énorme succès, mais il ramène un peu de tout game. Je crois qu'il a fait 18 millions, un truc comme Non, ça. non, il fait 9. 9 Ah merde, Ouais, j'ai désolé, pas je lu te les reprends un bonnes peu infos. sur les- ouais, Ah, mais il est vas-y, sorti, vas-y, il est c'est ça, sorti le spécialiste. hier. Il est sorti hier. Et non, justement, les prévisions c'était autour de 20 pour Moi, le week-end moi, et c'est il ça, j'avais finit à vu 9. 18. Donc c'est les globalement retours assez critiques cata. sont pas très bons. Hein. Non, les retours. Mais rien ne fonctionne ce week-end. L'Oliver Stone se plante. Ah, Snowden est déjà sorti là-bas. Voilà. Ouais, mais C'est Snowden, compliqué. c'est bizarre, ils le vendent un peu comme un blockbuster. Il est passé au Comic Con, etc. Alors qu'en Ouais, fait, c'est ça. c'est pas. Enfin, Mais au niveau de la fréquentation des salles, on n'a pas eu une grosse baisse par rapport à. Cette année, ouais. Non, en fait, que ce soit aux États-Unis, en France, c'est à peu près dans la continuité, en fait. Mais la tendance, alors moi en France, où tout a été un peu nivelé vers le moyen, on va dire, le plus gros succès de l'été, c'est l'Âge de glace, avec 3,3 millions, je crois à peu près. Ouais, c'est pas la Donc folie, quoi. c'est quand même, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un film qui avait fait moins de 4 millions et arrivé en tête du. Et aux États-Unis, alors c'est l'inverse, et ça fait 2 étés de suite que en fait il y a soit des gros cartons, donc il y a eu je crois 4 films qui ont dépassé les 300 millions de dollars aux États-Unis, et aucun film en fait dans la tranche un peu moyenne entre 200 et 300, ce qui y avait beaucoup auparavant. Ouais. C'est vraiment c'est soit ça cartonne, soit ça vivote un même peu. Suicide Squad, finalement, s'en est bien tiré. Ça en est très bien Il tiré. est Ouais. passé 700 millions là dans le monde. 700 millions, 300 aux États-Unis, enfin c'est un Pour carton. ça, un énorme officiellement, c'est un succès pour la Warner. Pour un film d'outsider, enfin de héros outsider par rapport à du Batman, Superman, ouais, c'est assez cool quoi. Non, non, même c'est- si le film C'était est pas très bon, mais. c'était un peu le dernier combattant de Warner. Si ça marchait pas, ils étaient vraiment dans la merde après, quoi. Ils vont refaire tous leurs films. Oh. Super, qu'est-ce qu'on attend pour la fin d'année Est-ce qu'on a des films qu'on attend un peu Pas spécialement, enfin si, Menteur. moi le seul truc, bah il y a Star Wars, mais Non, c'est je même pas pensais une pas à grosse, ça. une grosse attente. Sinon pour moi la grosse attente c'est Vaiana, c'est le Disney. Pour moi Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. très grosse attente de Star cette Wars, année. Vaiana, La La Land. La La Land, Le ouais. Villeneuve. Enfin, moi, le Villeneuve, j'attends pas. Arrival. mal. Ouais, qui le sera Villeneuve. montré au Comic Ouais. Con à Moi Paris. je suis très intrigué Euh, par Snowden aussi qui sort bientôt je crois. Non, moi, c'est la La Land et Hacksaw Ridge de Mel Gibson. Ah, Ouais, oui, je le sais, Mel ouais, Gibson, absolument. c'est vrai que ouais, il y a. Surtout qu'il a des très très bons retours et moi, le trailer, je le trouve assez fou. Donc, Et Victoria Et Alexandre. Victoria. On Oh, parlait- merde. On parlait pas de l'autre avant C'est Victoria en premier, mais Non, très j'avais bien. envie de parler de Victoria d'abord. Qui est sorti Victoria du coup précisément. Victoria C'est pas- qui c'est est pas une sorti. attente. Victoria, donc le sorti. film qui est passé par Ce Cannes. mercredi. qui a fait un L'ouverture- succès aux États-Unis. complètement L'ouverture, fou. l'ouverture de la semaine de la critique à Cannes, Tout si à je fait. ne dis pas de bêtises, Oui. réalisé par Justine Triet, qui a réalisé la bataille de Solferino. Solferino, qui était déjà très très bien. Que tu as vu. Je n'ai pas vu. C'était un film foisonnant, un film. Enfin voilà, c'était très Oh, un film foisonnant. Foisonnant, c'est beau ce que tu dis. furieux. Il y a Comme une tes vie cheveux. dans les films de Justine. C'est de Tu vois. l'attaque personnelle, hein. Là, Ah, c'est on de aime l'acharnement C'est même. hein. devenu un running gag. C'est aussi, dommage ouais. que je ne puisse pas virer la personne qui donc contrôle ses micros. Et du coup, Victoria, donc c'est sorti mercredi, c'est avec Virginie Efira dans le rôle titre et Vincent Lacoste et Melville Le Poupeau. meilleur rôle de Vincent Lacoste à ce jour pour moi. Non, c'est Alors- amour. Bref, on va pas parler Aussi. de ça, mais. Ouais. Mais enfin, c'est un rôle taillé pour Vincent Lacoste. Il C'est joue à vrai. peu près le même rôle super. que depuis Les Beaux Gosses, mais ça lui va très très bien. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Victoria, ça raconte l'histoire d'une jeune avocate où en fait sa vie est un peu pourrie. Soyons honnêtes, elle vit toute seule avec ses 2 filles. Son ex-mari écrit sur ses anciennes affaires d'avocate sur un blog où elle raconte, où il raconte qu'elle a couché avec des magistrats, des choses comme ça, donc il déballe un peu tout.
Son boulot, ça se passe pas super bien parce qu'elle est en train de défendre un de ses amis qui est accusé d'avoir tué, poignardé sa meuf à un mariage. Et elle est à moitié dépressive, elle boit un peu pas mal, elle est complètement dépressive, elle se tape des mecs sans vraiment avoir d'envie ni de plaisir. Et voilà, donc c'est un film pas super joyeux finalement. C'est une comédie. Non, c'est une comédie douce amère. Il y a un truc un peu cynique, mais c'est extrêmement vivant. Ouais, je me suis posé la question en voyant la bande-annonce finalement que c'était un peu. C'est assez drôle, mais c'est en fait, tu apprécies le personnage principal, tu rentres vraiment dans sa vie, tu la suis dans toutes ses péripéties parce que du coup tout va de travers. En fait, dès qu'elle tente de faire un truc, ça se casse la gueule. Dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle sait plus comment interagir avec. Et en fait, c'est très touchant et c'est un vrai portrait de femme et c'est un vrai c'est un vrai personnage on a un petit peu plus finalement, enfin même s'il y a une histoire derrière, c'est quand même pas mal de petites scénettes autour de sa vie. C'est un petit peu ce qui m'a dérangé. J'aurais peut-être aimé plus une histoire un peu plus globale, même si là on voit quand même une évolution du personnage. Mais moi, ce qui m'a vraiment, pourquoi j'ai adoré le film, c'est vraiment que Virginie Efira, elle est incroyable. C'est son meilleur rôle. C'est son meilleur rôle, elle dévoile toute sa palette d'actrices. Si, non, moi j'ai adoré le film. Ce qui est hallucinant, c'est que j'ai moins aimé son précédent film avec Virginie Efira, qui était le film avec Jean Dujardin. Que je n'ai pas vu. Ah oui, un homme à la hauteur. C'était un hauteur qui était quand même très J'avais compliqué. arrêté au bout de 20 minutes. C'était et non, Virginie Efira, elle prend vraiment un tournant. Oui, merci. Ouais, tout à fait. Et non, mais elle se révèle vraiment. Elle avait fait des films plutôt sympas avant, mais là pour le coup, c'est une vraie révélation. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser typiquement le type de comédie qu'on aurait pu voir arriver des États-Unis, un peu à la Judd Apatow, avec un truc très comique, mais un peu triste aussi, et puis pas mal de. Il y a un peu de ça. C'est hyper réaliste. Et ça me faisait penser un peu à un pilote de série télé. Genre, j'adorerais voir d'autres épisodes. Genre Love, un peu Love, tu vois. Ouais, t'as vu la série Non. T'as pas vu Love? Non, Non, mais c'est Netflix, dommage, ils sortent beaucoup de trucs, faut quand même suivre. Mais, Ah oui, c'est vrai que je pensais à ça aussi. Tu vois, ça m'a fait un peu penser à Love, mais en version 2 heures, quoi. Mais foncez voir, voilà, à côté des gros films qui sortent et qui sont pas toujours très réussis, allez voir les petits films français. Mais toi, Jean-Victor, moi j'ai adoré Victoria, la vie d'une trentenaire dépressive, c'est vraiment super, je trouve ça génial. Sujet suivant. Non, mais en fait, là où je suis pas très d'accord avec vous, je trouve que Virginie Efira et Vincent Lacoste, effectivement, ils sont bons. Le problème, c'est que je trouve que le film n'arrive pas à avoir un écho un peu plus général. Le film est un peu dans sa bulle, et je trouve que contrairement au film d'Apatow, c'est là où je suis pas d'accord avec la comparaison. Apatow, il arrive toujours à en tirer quelque chose d'assez universel dans lequel tout le monde peut se retrouver. Là, c'est quand même la vie d'une nana qui fout un peu sa vie en l'air elle-même aussi, et je sais pas, en fait, je trouve que c'est un peu un film. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper nombriliste, en fait. Je trouve que c'est assez difficile de s'y retrouver, quoi. T'es trop jeune. Mais non, c'est un portrait. Non, mais c'est un portrait de femme. Enfin, c'est un portrait. Tout le reste autour n'est quasiment pas abordé. D'ailleurs, elle a 2 enfants qui sont plutôt des boulets dans le film. Enfin, elle essaie de les caser à droite à gauche. Et ce qui est sympa pour une fois, c'est que justement, on tente pas de parler de tout. C'est vraiment concentré sur elle. C'est vraiment, on la voit avancer, on la voit tomber, se relever à chaque fois. Et c'est, moi j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est beau. Mais du coup, t'es pas sensible au portrait de femme, Jean-Victor? Si, mais pas là. Peut-être plus dans la cible trentenaire. Non, fais attention, soit pas dans la cible de Jean-Victor, parce que ça va. Bah, Hitman. C'est plutôt lui qui va me flinguer. J'ai trouvé ça vraiment bien, en fait. C'est simple. Mais toi, ça apparaît à la trentenaire avocate qui est en toi. C'est ça. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi dans le fait que c'est pas universel, c'est vraiment une seule personne. Mais moi, ça m'a pas spécialement dérangé, parce que même si on s'identifie pas au personnage de Virginie Efira, on s'attache à elle. Ouais. Parce qu'elle est quand même, finalement, je pense aussi que c'est dû à l'actrice qui est extrêmement sympathique. Donc pour le coup, elle s'investit vraiment. Mais elle, pour le coup, elle porte vraiment le film. Ouais, voilà. Et Vincent Lacoste, parce que tu disais, il avait l'air d'être un peu différent. Enfin, dans la bande-annonce, on a l'impression qu'il est un peu dans un autre registre. Parce que moi, clairement, il fait partie des arguments pour que j'aille pas voir le film. Je me dis, le voir toujours faire l'ado attardé. Non, pour le coup, il prend un peu plus d'épaisseur que d'habitude. Il change un petit peu dans le registre. C'est vrai qu'il est un peu plus creusé que d'habitude. Il a une belle année avec. Jean-Victor a raison. Il a une belle année avec Saint-Amour et ça. Il prend vraiment plus d'épaisseur, de maturité quelque part. Mais tout en gardant son aspect juvénile, et c'est ça qui est rigolo. Il change pas complètement de registre non plus. Ça reste quand même un rôle taillé pour lui. Il est moins gratos que d'habitude, quoi. Oui.
Ouais, non, mais ce qui est sympa Le dans le plus film, c'est qu'en fait, intéressant. elle le croise, c'est un ancien client à elle, elle l'a défendu sur une affaire, et qu'en fait, le côté juvénile, mais presque adulte de Vincent Lacoste est parfait pour ça, parce qu'elle sait pas comment l'aborder, elle sait pas si elle doit l'aborder comme un vrai adulte ou lui demander de garder ses gosses comme un babysitter. Et du coup, l'ambiguïté est vachement sympa pour continuer à perdre un peu le personnage principal dedans. 35 000 entrées, premier du box-office cette semaine. C'est vrai. Voilà. Ok. Ça, il a pris la tête des nouveautés. Donc, Eh ben, c'est On a une dit bonne qu'on faisait un nouvelle. jingle à chaque fois que tu parlais de box-office. Parce que bon, quand même, le film, c'est quand même rare qu'on apprécie des films français. Tout à fait. En même temps, Donc, on en voit après on en voit pas Camping 3. beaucoup. On n'en voit pas beaucoup, c'est vrai, mais bon, en même Mais, temps. D'ailleurs, voilà. j'en profite, il y a Max et Léon, le film du Palmacho qui sort dans quelques semaines. Ouais, quelques semaines. On en parlera peut-être dans un autre podcast, mais c'est pareil, c'est une vraie bonne comédie française à aller voir. Voilà. Ou Brise de Nice 3. Oui, mais ça, on en parlera Ah, quand ça, on l'aura vu. on fera une émission spéciale avec Alex qui parlera J'ai en hâte. 1h30. J'ai hâte. Sur le surf. Et on va parler d'une autre grande réussite. Qui est-ce qui veut parler de... On va parler cinéma, enfin, pour de vrai. Ah. Qui va aborder le prochain sujet? C'est quoi le Bon, prochain sujet? C'est Kubo. Kubo. Ah, Kubo, c'est de le Laika. nouveau film des petits génies des studios Laika qui ont fait Coraline, Paranorman et les Box Trolls. Tout à fait. Cool. Ça a été réalisé par Travis Knight, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Qui est le créateur Qui est le du studio. créateur du Le studio, créateur du c'est studio son et premier son film premier, en c'est ça. tant que réalisateur. Ça sort mercredi, là, 21 Le 20. septembre. Ouais. Et soyons honnêtes, c'est quand même un des meilleurs films de l'année. It's un masterpiece. C'est Il y a un pas de peur des chef-d'œuvre. mots. C'est vraiment Ah oui, incroyable. à ce point-là. énorme. Ah oui, C'est un film pour les gosses. c'est toi. Bah, le- justement, Ah, pas troll. tant que ça. Pas tant que ça. Du coup, Marc, qu'est-ce que ça raconte, Kubo? Alors, Allez, Il est galère à pitcher. Dit-il donc, en se je vais resserrant essayer le d'y café. aller. Non, il est pas si galère que ça à pitcher. C'est ça commence par l'histoire d'un garçon qui vit avec sa mère dans une grotte aux abords d'un Wow. village pendant le Japon médiéval. Tous les jours, il descend dans le village, il va raconter des histoires en donnant vie à des origamis. Avec sa guitare. Avec une séquence de folie furieuse où il y a des origamis qui se combattent. C'est un des trucs qui m'a le plus calmé cette année. Et en fait, on va découvrir que son grand-père est un méchant, que son grand-père veut le gamin Kubo a perdu un œil et le grand-père veut son deuxième œil parce que pour des raisons un peu philosophiques il doit pas voir la vie comme elle est parce que Voilà. tu vois la vie c'est mal et machin, donc il veut le rendre aveugle. Et il découvre derrière tout ça une légende qui l'oblige à faire un parcours. Déjà, il se retrouve séparé de sa mère et il doit retraverser tout un territoire, récupérer des objets magiques pour combattre le grand méchant. C'est méga C'est une classique. quête Sur le Ça, papier, de la c'est une vraie quête initiatique vraiment très très classique, mais c'est à tomber par terre, quoi. il y a un Vis- casting voix pas mal, non? Ouais, Ouais. il y a En un VO. casting voix. Bah, il y a Il y a Charlize Charlize Theron Theron. qui Theron qui joue fait le singe. Il y a Matthew Euh, McConaughey qui fait un samouraï scarabée. Ouais, il y a Rooney Mara qui font les deux Méchante, sœurs ouais. jumelles. Il y a George Takei. Il y a George Takei, il y a Ralph Fiennes et il faut citer aussi Art Parkinson qui fait la voix de Kubo. de Kubo Et en le héros, français, il ouais. y a quoi comme voix? Il y a des youtubeurs? Je crois pas. Elise Non, non, Moon, sans Cassel. Kev Et Adams. Mr. V. Non, je crois pas. Je Ce crois sont de que. vrais doubleurs, hein, en France. A priori, oui. Et donc, ce qu'on n'a Très pas bien. précisé quand même, pour ceux qui ne savent pas, les studios Laika font de la stop motion. Oui. Et c'est en fait, c'est devenu véritablement les maîtres étalons du genre. Ils ont mis un coup de pied au cul à Hardman et à tout le monde. En un film, en fait, finalement. Ouais, enfin, avec Hardman, Coraline. Surtout avec Paranorman qui était vraiment qui avait une fluidité absolue, même si mon Coraline, moi, je trouve que c'est déjà monstrueux. Mais ce qui est fou là, c'est qu'ils ont, de l'aveu même du créateur du studio et du réalisateur du film, ils ont fait c'est la production en stop motion la plus ambitieuse jamais faite. Allez Ça voir se voit dès la première les scène. morceaux en de fait. making-of sur internet sont assez dingues. Ah mais en fait t'as même pas besoin de voir le making of parce que devant le film, même si bon t'oublies très vite le truc qui était dans l'histoire, mais le film est visuellement c'est hallucinant dès la première scène qui se passe dans les océans avec une vague géante et tout. Bon, il y a un peu de CGI mélangé évidemment, ils ont pas tout fait. Oui, non, mais c'est ça. C'est que du en coup, carton-pâte. ils t'expliquent comment ils ont mélangé plusieurs technos et c'est assez bluffant. Mais ce qui est bien, c'est que le mélange des deux, il y a aucun qui prend le pas sur l'autre parce que la stop motion, elle est toujours au centre avec les personnages et ça donne une vraie magie de voir ces objets s'animer de manière hyper vivante, hyper fluide. Et bon, pour mettre un peu plus d'ampleur, effectivement, il y a des CGI, mais le mélange des deux, en fait, est parfaitement orchestré. Et là où le film est hyper beau et moi je trouve que
très poétique en fait dans ses plans, etc., c'est qu'il est vraiment empreint d'une esthétique japonaise avec toutes les estampes, etc., et ça se voit dans le design des personnages, ça se voit dans la composition des cadres et tout, et déjà visuellement c'est un des trucs les plus beaux qu'on ait vu cette année. Enfin, il n'y a pas un plan qui soit acheté, tout est sublime quoi. C'est vraiment un très beau film là-dessus. C'est aussi pour moi le premier film de stop motion où j'ai oublié complètement le procédé au bout de 5 minutes, tellement c'est d'une fluidité incroyable. Faut revoir Sean le mouton. Ouais, mais c'est pas pareil, très parce différent, que Hardman avec leur espèce de pâte à modeler, ça a un rendu très particulier, et si tu fais très attention, que tu regardes Jules le Mouton en HD, tu vas voir les empreintes digitales des animateurs qui apparaissent sur les personnages, et tu restes un peu dans ce côté un petit peu cartoonesque du fait du visuel. Là, c'est totalement autre chose, quoi. Puis les CGI en plus qui rajoutent une petite couche de peinture par-dessus tout ça. Non, c'est vraiment un cran au-dessus de tout le monde. Bah, c'est-à-dire que si Hardman fait de la comédie, eux ils font une fresque épique, littéralement en stop motion quoi. Donc c'est d'une ampleur. Enfin les gars ont d'ailleurs battu les records de taille de marionnettes, etc. En termes de production, c'est colossal ce qu'ils ont fait. Combien de temps ils ont mis, vous savez Je crois qu'il y a plus de 4 ans de production. 4 ans, je crois, ouais. Sachant que je sais pas si ça comprend la pré-prod aussi. Parce qu'effectivement, le tournage d'un truc comme ça, vu qu'il faut tout faire à la main, photo par photo, c'est très 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 long. Mais je crois que les temps de prod sont monstrueux. Pour un Hardman, c'est 2 ans de tournage à peu près. Donc là, je pense que ça doit tourner un peu plus autour de 3 ans vu la machine. Mais puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film est aussi hyper intelligent et assez humble vis-à-vis de ça, parce que le simple fait que le personnage de Kubo soit narrateur et mette en scène des origamis, en fait, c'est simplement Laika qui revient aux origines de la stop motion en rendant hommage aux premières formes du genre, et même qui revient aux origines de la narration, parce que finalement les premiers conteurs de ces époques-là, même on peut remonter plus loin, c'est la base quelque part du cinéma. Et en fait il y a toute une parabole sur le fait de conter des histoires et en quoi c'est quelque chose de vital. Ça l'est littéralement pour le personnage de Kubo, parce que l'histoire qu'il compte quelque part va l'aider dans son parcours. Et enfin en termes d'écriture, il y a tout un truc là-dessus sur la puissance des histoires, mais moi que je trouve assez dévastateur quoi. Et il n'y a pas la musique, la bande son, non? Tu t'avais l'air inspiré tout à l'heure, non? La bande son de Dario Marianelli, le trop rare Dario Marianelli, qui est pas très connu en fait dans les compositeurs qui bossent parfois à Hollywood. Un de ses faits d'armes les plus connus, c'était la BO de V pour Vendetta, dont le thème final avait été repris sur un trailer de Interstellar et complètement repompé sur les bandes annonces de Les Animaux Fantastiques. Et qui est aussi le compositeur attitré ou presque de Joe Wright, puisqu'il avait fait Anna Karenine. Excellent, le soliste et voilà. Il avait pas fait son dernier film, Joe? Non, Joe c'était Powell, pardon. Ouais. Et en fait la musique, ça fait plaisir dans le carcan hollywoodien actuel de voir un compositeur qui refait des trucs très mélodiques, où il a utilisé une pétée d'instruments parce qu'il utilise vraiment des sitars, des trucs japonais, etc. Et la musique est vraiment virevoltante et tu te la sens, foisonnante, virevoltante. Ça passe à chaque fois, ça foisonne. Comme tes cheveux, je vais pas la rater non plus à chaque fois. Merci. Et même à écouter à côté du film, c'est un plaisir parce qu'elle est vraiment hyper soignée quoi. Un film pour les grands et les petits alors. Ouais. Et à propos de la musique, il faut aussi citer qu'il y a une putain de reprise des Beatles, de George Harrison, When My Guitar Gently Sleeps, par Regina Spektor. À justement avec des sonorités japonaises et tout. C'est vraiment de la folie. Je crois que le film est sorti aux États-Unis. Si je dis pas de bêtises. Il a pas très bien marché. Et il se plante un peu. Et en fait, je pense que leurs films ont jamais très bien marché. Je pense que le film a un peu le cul entre deux chaises, beaucoup plus que les box rolls qui étaient vraiment pour les enfants et même Paranorman. Ouais. Là, c'est plus adulte. Là, c'est un peu pas vraiment. Enfin, je pense pas que les adultes s'identifient vraiment au film parce que ils voient un truc de stop motion pour les enfants. Enfin, de prime abord. Ouais. Et les enfants, moi, un tout petit, je trouve. Ça a l'air assez sombre un peu. C'est quand même assez glauque pour un tout petit. Ouais, c'est pas un tout petit. C'est un peu le cul entre deux chaises. Oui, mais ça, c'est passé après. Et finalement, le film se plante aux États-Unis et je crois qu'il est sorti en Grande-Bretagne et en Irlande et il se plante aussi là-bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci de marketing? En fait, du coup, j'ai regardé avant les chiffres, j'ai pas vu le film, mais instant chiffre. Et en fait, il se plante, il fait les mêmes résultats que ses prédécesseurs en fait. Donc, je pense pas qu'il se plante, je pense qu'il est au maximum de la capacité du genre entre guillemets. Mais et comme tu dis, il s'adresse. Après les budgets, il a coûté 60 je crois. Il a coûté 60 et il a rapporté à peu près 50 déjà, si je crois. Il a rapporté, il va finir à 45 aux États-Unis. Oui, donc avec donc c'est pas catastrophique parce qu'il y avait eu les pirates là. De Hardman qui avait fait un peu moins. Donc c'est dans les
C'est dans la lignée des autres. Bon, je pense il que- ira peut-être chercher un prix en fin d'année ou un Oscar. Ou quelque Oui, il chose comme sera, ça pour, il sera au moins il nommé sera au à moins, l'Oscar du meilleur film d'animation, je suppose. Sachant qu'ils les ont jamais eu. Donc, Même en nomination. si, mais je crois Oui, que oui. Coraline, Paranormal et encore moins les Box Trolls. Bah, c'est là, de pas toute chaque fois façon, passé, il y a les deux Disney, il y aura les deux Disney en face, donc ça va être toujours ça va être C'est un vrai, peu oui, compliqué, putain, c'est mais vrai. au moins Zootopie, il est sera pas nommé. Quoi. passé cette année. Non. Non, il est sorti. Ah non, il est sorti peut-être cette année. Zootopie. c'est le début d'année. C'est Ouais, début donc, d'année. Ouais, mais est-ce qu'il est passé aux Oscars cette année? Non, Non, il est sort non, en il sort sort en 2016. Ouais. Oui, et puis il y a Moana et il y a Le Monde de Dory qui sera de toute façon nommé. Mais justement, le parallèle avec Pixar est hyper intéressant, et notamment sur la question de la cible du film, Ouais. parce que pour moi, en fait, rendons à César ce qui lui appartient, du moins à Basile, un de nos rédacteurs de Club, qui nous avait dit il y a quelques années, ces mecs-là, c'est les futurs Pixar, et en fait, c'est vrai qu'ils ont ce truc-là de parler à toutes les générations. Alors peut-être moins tout petit parce qu'ils font des films, pas les Box Trolls, mais leur premier film était assez noir, Coraline assez est gothique. quand même assez sombre. Ouais. Même Paranormal qui Ouais. rendait en plus ouvertement hommage à certains films d'horreur. Et là, bon, c'est une quête héroïque, etc. Mais c'est vrai que notamment les méchantes du film, dès qu'elles arrivent, ça devient un petit peu lugubre et tout, donc c'est assez flippant. Mais ils ont ce don, je trouve, de faire des films qui, en fin de compte, au-delà de la technique, au-delà du genre de base, s'adresse à tout le monde, parce que vraiment, ce que le film raconte sur la famille notamment, etc., ça touche tout le monde en fait. Et je trouve que c'est là où ils sont hyper forts, c'est qu'ils font des films pour... ils se réduisent pas à dire on va faire des films juste pour les gosses ou juste Ça t'a pour ça t'a une plus classe d'âge, touché quoi. que Victoria. là. Ouais, le portrait de femme, c'était vraiment pas. Mais il y a un portrait il de y a un femme très dans beau Kubo qui portrait de femme, défonce ouais. celui de Victoria en l'occurrence. Ou dans Star Trek. Ouais aussi, ouais. Non mais alors, vraiment c'est un des meilleurs films qu'on a vu cette année, Kubo. Oui, oui, Allez-y, Je pense qu'on foncez là-dessus, quoi. Je pense si- vraiment si que vous ce allez sera pas dans vraiment mon top beaucoup 3, au cinéma et que vous nous écoutez limite par hasard, allez voir Surtout celui-là, par quoi. S'il y en a C'est un vraiment seul à voir et à extraordinaire, soutenir ouais. un peu, c'est que beaucoup faut aller voir. 5 étoiles, quoi. 5 sur 5. Ah ouais, c'est sûr, c'est on- chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le meilleur film Cœur de la c'est le rédaction. meilleur film des studios Laika. C'est un des meilleurs films de l'année. C'est chef-d'œuvre. Le mot est lâché. Voilà. Bim. Bim, J'ose. drop the mic. Puisqu'on parle de chef-d'œuvre, passons Aïe. On a peur de cette J'ai transition peur de maintenant. ça, Oh là c'est là clair. là. les transitions de 10h30 du matin, c'est sympa. Non, on arrive un peu sur la fin de l'émission. On va quand même aborder un sujet série télé. Parce qu'il y a une Ouais. rentrée. Une rentrée assez chargée, mais finalement, Oui. il n'y a pas beaucoup de grands hits pour l'instant. Il y a Ça va arriver. beaucoup de pilotes qui vont sortir aussi début octobre, donc on a encore Il y a un peu de temps. On en parlera le prochain podcast, mais il y a pas mal de trucs quand même à la rentrée. Ouais, et pour avoir entendu quelques avis sur ce qui arrive, a priori, il y a du très lourd. Sur le Fincher. C'est quoi Non, le trailer j'ai entendu, No spoiler. j'ai eu vent de gens qui ont vu les premiers épisodes de Westworld de Ah oui. HBO, et a priori ça défonce. Il y a Narcos qui a repris sur Netflix. Oh, et très bon Narcos en plus. Netflix a sorti aussi cet été. On vous avait parlé en juillet de Stranger Things, Exactement. qui était la grand Le succès. grand hit de l'été. Le grand hit de l'été et qui avait été très apprécié, en même temps un peu décrié par son ambition de réinventer, enfin de réutiliser tous les codes nostalgiques que l'on connaît de vieux films des années 80, etc. Mm. Et dans la foulée, Netflix tranquillement sortait The Get Down, qui est donc une comédie musicale qui se passe dans les années 70 à New York, réalisée par Baz Luhrmann. C'est le plus gros budget de Netflix à ce jour, et c'est 2 fois 6 épisodes. Il y en a 6 qui sont sortis cet été. A priori, on peut estimer que les 6 suivants sont en post-prod et vont sortir peut-être début 2017. Enfin, je crois que c'est pas encore tout à fait Sachant que annoncé. l'histoire de 6 épisodes, c'est aussi en fait une question de production. C'est-à-dire que Baz Luhrmann est arrivé pour bosser. Je sais pas, il réalise tous les épisodes ou pas? A priori, ouais, je crois. Ouais, donc c'est pour ça. Et en fait, a priori, il est arrivé, il a commencé à bosser sur la série, sachant que moi, j'ai pas encore vu des épisodes ou quoi, mais a priori, il y a plein de chorés, machin, c'est quand même de la comédie musicale. Et en fait, il s'est rendu compte que, étrangement, 12 épisodes, c'était vachement long à faire et qu'il pourrait pas livrer dans les temps. Non, mais C'est pour ça qu'ils ont coupé en 2 fois 6 c'est surtout que c'est une série foisonnante. Non, mais pour le coup, ouais, c'est The Get Down, donc c'est en plein Queens, plein quartier pauvre de New York des années 70, avant que la ville se recrée, se reconstruise, et qu'il y ait des buildings partout, etc. Et c'est vraiment ancré dans le milieu culturel de l'époque. D'ailleurs, dans le premier épisode, les gamins parlent entre eux et disent tiens, ce soir on irait bien voir Star Wars au cinéma, et ils font des vannes sur le titre de Star Wars, donc on est vraiment dans le réel. Et donc c'est l'histoire de ces gamins qui sont alors il y en a une qui est chanteuse, qui veut devenir la nouvelle star du disco, alors que le disco est en train un peu de se terminer. On voit l'éclosion du rap et des arts un peu du mix, et donc là il y a des gamins qui essaient de s'acheter les premières platines pour mixer, pour apprendre à mixer, etc.
Et donc c'est la rencontre entre les vieux courants musicaux, le funk, le disco, et puis tout ce qui va éclore dans les années 80 après. Et pour eux, c'est un moyen aussi de sortir du ghetto et de sortir et de s'affirmer, de rentrer dans le milieu musical. Et comme c'est Baz Luhrmann, comme c'est le mec qui a fait Moulin Rouge, Roméo plus entre Juliette, Australia, Ballroom Dancing Et Gatsby le Magnifique. et Gatsby le Magnifique. Et voilà. Et donc c'est un monsieur qui est très axé musique, qui adore mixer musique et images. Et The Get Down, c'est 6 épisodes où il vraiment lui-même va mélanger les scènes de différents protagonistes, va mélanger les bandes son, les musiques, etc. Et donc on a 6 épisodes un peu dynamite avec une histoire qui marche extrêmement bien, qui est Roméo et Juliette à New York, faut pas se le cacher. Donc sur deux gamins qui s'aiment fort et qui vont essayer de construire ensemble une carrière dans le milieu de la musique. Ça s'appelle pas un peu West Side Story? Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Qui était un remake de Roméo et Juliette. Bah oui, Ah, c'est non, pour ça. Tout est Et cohérent. voilà. Bon, il réinvente l'histoire et derrière il colle vraiment toute une BO hallucinante avec des styles différents qui s'entrecroisent et qui rendent ça extrêmement riche. Et Sachant qu'à la production, il n'y a pas Grandmaster Flash il y de a la Grandmaster série. Flash, puisque du coup l'histoire, et Nas aussi, puisque du coup l'histoire se base un peu sur leur propre vie, Ouais. enfin s'inspire, je suppose que c'est pas non plus hyper tout le temps réaliste, mais donc Grandmaster Flash et Nas collaborent à ça, et pour l'instant les 6 premiers épisodes se mangent d'une traite, même moi qui suis pas fan de comédie musicale, pour le coup je suis ressorti en disant waouh, du coup, par rapport à Stranger Things, qu'on pouvait critiquer par sa réutilisation, même peut-être un peu trop poussée certaines fois, The Get Down, c'est un produit moderne qui recopie pas ce qui existait avant, à part le fond de l'histoire peut-être, c'est une histoire romantique assez basique, mais sinon le résultat est vraiment époustouflant et ça fait du bien. Sauf pour Alexandre Loss. Et Mark Loos aussi. Ouais, qui n'ont Les deux mecs, les deux relous. Alors moi j'aime beaucoup Baz Luhrmann de base, même si j'ai pas vu Gatsby le Magnifique. T'aimes bien mais, base de base. Base de base. Base de base, Voilà. voilà. Non, j'adore Moulin Rouge et j'adore Ballroom Dancing. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Ballroom Dancing. Ouais. Oui. Et là, soyons honnêtes, j'ai arrêté le pilote au bout de 30 minutes. Je me suis dit, ok, regardez les gars, on est dans les années 70, Star Wars, wink wink, on porte tous des pantalons à pattes def et tout, des trucs comme ça. J'ai trouvé La ça reconstitution un petit peu poussé. est hallucinante en termes de costumes, de décors. J'ai trouvé ça un petit peu. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'avoir une liste de tout ce qu'il fallait mettre pour un film dans les années Ah, mais 70. il s'amuse, il mixe C'est un des checkbox. images d'archives, il mixe plein de trucs. Ça m'a passablement ennuyé. Et j'ai trouvé en fait l'ensemble. 30 minutes, hein, le mec a tenu 30 minutes. J'ai devant trouvé le- l'ensemble il en s'en fait complètement hystérique. Ouais, mais Baz Luhrmann, Ça, c'est c'est Baz hystérique. Luhrmann, ouais. C'est du Luhrmann, ouais. Ah, tu vois, Oui, si t'aimes Baz Luhrmann, a priori, Bah, t'aimes c'est en hystérique. masse, on ça, en s'attend fait. à ça. Ouais. Mais là, du coup, j'ai pas du tout accroché. Genre j'ai Moulin trouvé- Rouge, j'ai c'est trouvé- hystérique, quoi. J'ai trouvé que c'était pas du tout intéressant et là, j'ai vraiment eu un problème. Enfin, je ne comprends pas. Je ne Bah, comprends moi pas, qui n'aime Mathieu. pas d'habitude ce genre. Parce que et c'est une qui période où les gens ont reste- beaucoup de cheveux, tu vois. Oui, c'est Peut-être ça. que Ils ça doit parler. s'identifient. Eh ben, ils ont beaucoup de cheveux dans la série et moi ça me fascine. Voilà. Tu m'étonnes. Moi j'ai juste vu le pilote. Comme Alexandre, j'ai décroché au bout du pilote. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que j'ai eu l'impression que la série avait le cul entre deux chaises en permanence. Parce que comme tu dis, ils mixent des images réelles avec des décors fantasmés. Il y a eu un aspect, oui, alors regardez, on est vraiment dans les années 70, c'est de la reconstitution minutieuse, mais en même temps, à côté, on délire un peu sur certains aspects. Il y a toute cette notion dans le premier épisode où il y a une espèce de super-héros avec des converses rouges. Mais Ça sort ouais, de il y a nulle part. un ninja. Ça a l'air génial. Ouais, ça a l'air cool. Un mec qui saute de toi en toi, et c'est un peu imagé. Et puis après, on fait vraiment la connaissance avec ce mec-là, on retombe dans le réel. Et j'ai passé. Il y a un côté comics vachement sympa. Parce J'ai qu'effectivement, passé il y a des- une heure à me dire, c'est à la fois un truc imagé, fantasmé, tout ce qu'on veut, et un truc à la fois réaliste et qui arrive pas à Et ça, choisir. ça base vachement Et- sur le fond social de New York de l'époque. Ouais. Tant qu'à choisir une série qui parle de musique, qui parle des années 70 et compagnie, il faut abandonner tout de suite The Get Down et Baz Luhrmann et se repasser la première saison de Vinyle, quoi. Oui, mais vinyle, La justement, saison- c'était assez la seule fantasmé, saison. quand même. Hein. Oui, mais ça a pas le cul entre deux chaises, Vinyle. C'est fantasmé. Ouais, mais vinyle c'est plus entre guillemets classique. J'aime beaucoup ce que font les messieurs de Ce que faisaient. Ouais, ce que Je faisait, pense parce que qu'ils en c'était- sortiront d'autres, ils feront d'autres choses après Boardwalk Empire. Mais c'est des grandes séries époustouflantes, c'est pareil. Le pilote de vinyle est assez sympa, mais t'as un produit assez classique. Là, t'as un produit avec une facture. Voilà, ça part. Plus affirmé, peut-être. Ça part un peu dans tous les sens, mais il aborde aussi bien les problèmes sociaux de New York de l'époque. Moi,
Je suis pas un grand spécialiste de l'histoire américaine, mais tu te rends compte qu'à l'époque, New York, c'était quand même des gens qui vivivaient dans des taudis Ouais, bien, dans mais certains quartiers. Et en même temps, du coup, après, il va explorer. Voilà, il va dans les caves voir les premiers concerts, les premiers battle rap, enfin, etc. Et après, par dessus, c'est rococo. Effectivement, il porte des blousons rouge vif. Enfin voilà. Et lui, il plaque par dessus son intention visuelle qui peut-être un petit peu too much par moment, mais du coup, ça permet de voir un truc. On s'ennuie pas, quoi. Bah, moi, ça m'a posé un souci. Parce que Moi, ça m'ennuyait. L'aspect social, Tu n'as pas vu tu n'as vu qu'un quart d'épisode, Alexandre. il est pas inintéressant, l'aspect social dont tu parles, mais à côté de ça, t'as un super-héros avec des Converse rouges, quoi. À un moment donné, il faut choisir En entre quoi c'est l'un ou problématique l'autre, et les deux, le mélange des deux, il fonctionne pas correctement. Mais regardez toute la saison, pour eux c'est important, c'est mais je les regarderai, baskets, les machins, j'ai pas eu le temps. l'apparat voilà, il y a quelque chose d'assez sympa. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Puis de toute façon, on peut dire aux gens de quand même jeter un coup d'œil et de nous en parler sur le site, dans les commentaires. Et Oui, parce que a priori, si t'as Netflix, ça coûte rien de regarder. Ça coûte rien de regarder. Et puis on c'est fera- Baz on fera Luhrmann, temps, donc mais ça mérite. On fera peut-être un vrai que- bilan à la fin de la saison, puisqu'en fait les 2 x 6 épisodes c'est censé être la première saison. D'ailleurs, ça se termine sur un gros cliffhanger ou enfin ça se termine comme si t'étais en plein milieu de la saison et basta. Non, ça se finit sur une étape pour tous les personnages. C'est-à-dire D'accord. que les 6 épisodes. Alors le truc un petit Ça peu. clôt un arc. Pour les gens qui regardent des séries, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant, mais genre le premier épisode fait 1h30 et le 6e épisode fait 1h30. Donc faut avoir effectivement un peu de temps pour se le manger. Oui, Mais non, les 6 épisodes se tiennent en eux-mêmes. C'est un peu c'est un peu le premier volet en 6 épisodes. Et Ok. du coup, on attend la suite pour voir si les promesses pour les personnages vont se concrétiser dans la suite, quoi. Voilà. Mais donc du coup, si vous vous ennuyez à la rentrée, regardez un petit peu The Get Down c'est beau. et rattrapez Vinyl, que moi-même je n'ai pas totalement terminé. Qui est sorti d'ailleurs en En DVD, DVD, Blu-ray, dispo aussi en avec un Blu-ray, coffret avec carrément la BO en vinyle. Et puisqu'on parlait musique, Oh oui. Dis donc, c'est formidable, quelle transition nous allons parler Soul. De la soul. de la soul. Waouh. Oui, parce qu'en plus on parle de rap. Alors accrochez-vous, je vais parler rap. Vous pouvez noter, ça sera Ça vraiment arrive la une seule fois fois par de an. l'histoire de ma vie que je parlerai de rap dans cette émission. Je suis accroché. On va parler, enfin de rap, on va parler de hip-hop. On va parler de La Soul, qui est un groupe qui est né au début des années 90, un groupe américain bien évidemment, et qui est à mon sens un des plus grands groupes de rap qu'on ait jamais fait, en tout cas un des seuls que j'arrive à écouter sans aucun problème. Et pourquoi on en parle, c'est parce qu'ils reviennent après plus d'une décennie d'absence. Alors, il s'appelle à la base Kevin Mercer, David Jolicoeur, c'est beau, et Vincent Mason. Et en fait, donc, c'est des mecs qui se sont rencontrés au lycée, dans un quartier, etc. L'histoire de base est un peu la même que de plein de groupes de rap à l'époque. Et ils ont, au début des années 90, percé en fait avec un hip-hop qui était assez différent de ce qu'on peut attendre du gangster rap, etc. Parce que leur musique, évidemment, se basait sur des samples. Mais ils allaient piocher dans plein d'influences différentes, ils allaient chercher dans du funk, dans de la soul, etc. Et là, pour leur nouvel album qui s'appelle Andy Anonymous Nobody, ils ont fait les choses bien. Tout a commencé il y a 2 ans où ils ont lancé un Kickstarter qui a été un succès monstrueux, ils n'ont eu aucun problème à financer leur album. Et ils se sont dit, plutôt que de faire comme on faisait à l'époque et d'aller chercher des samples, ils se sont dit qu'ils allaient créer leurs samples. Et donc ils ont en fait, avec leur crowdfunding, etc., ils ont fondé un studio dans lequel ils ont joué des jams pendant plusieurs semaines. Ils ont joué non-stop avec plein de musiciens qu'ils invitaient, tout le monde jouait, etc. Et c'était vraiment dans l'esprit le plus convivial possible. Et en fait, avec toutes ces heures d'enregistrement qu'ils ont récupérées après, ils ont été repiochés dedans et en fait, ils ont créé leur sample depuis ces sessions d'enregistrement. Pour créer un album qui est à l'image du groupe, qui est très éclectique, qui est très riche. Ça commence par exemple sur une intro très classique avec un orchestre symphonique quand on voit les violons dans tous les sens et une nana qui parle du pouvoir d'aimer, etc. C'est très très beau. Et après ça passe sur du rap un peu plus classique avec notamment Snoop Dogg en featuring, et ils peuvent passer sur des trucs plus rock, plus funk. C'est hyper riche et moi c'est ce que j'aime chez eux, c'est que c'est vraiment une musique qui est très positive, et c'est souvent assez rare dans le hip-hop, c'est que les mecs s'apitoient pas du tout sur eux-mêmes, et c'est vraiment une musique qui donne la pêche, qui donne envie de marcher plus vite dans la rue et tout. Enfin, c'est vraiment cool. Waouh. Et là où c'est en plus la classe, c'est qu'ils ont beaucoup de featuring et de très très bons featuring. Donc il y a Snoop Dogg évidemment, il y a Usher qui a une des plus belles chansons de l'album, il y a Damon Albarn, le leader de Blur et de Gorillaz, et c'est pas anodin puisque si vous connaissez un petit peu Gorillaz, sur la chanson Feel Good Inc., il y avait des rappeurs et c'était
comme par hasard de la soul, donc il se renvoie la balle, c'est super classe. Et en fait voilà, l'album est vraiment très riche. En plus ils ont un petit sens de l'humour très rigolo. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Sexy Beach, où c'est l'histoire d'un mec qui commence à courir après une meuf dans la rue, à essayer de la pécho, tout ça. Et il y a un vieux qui arrive et qui lui dit mais mec, qu'est-ce que tu fais? Et le gars il lui explique, il fait ah mais j'arrive pas, machin et tout. Et il fait non mais rentre chez toi et tout ça. Et il y a des trucs très rigolos comme ça où Ça a l'air très drôle. non mais je l'explique très mal, mais quand t'écoutes l'album c'est super cool. Ou une autre chanson où ils font une espèce de fausse pub avec un type qui appelle une radio qui dit ouais j'arrive plus à écouter de la musique bien, tout me déplaît. Et t'as une espèce de voix de robot qui lui dit écoute de la soul et tout. Et enfin voilà, ils font des trucs assez rigolos. Tu sens qu'ils se sont vraiment fait plaisir. Et ça se sent au niveau aussi des compos, encore une fois, qui sont très riches, où il y a une variété d'instruments et de compositions très 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 denses. Donc je vous invite vraiment à écouter And the Anonymous Nobody de La Soul, parce que c'est un des rares groupes de hip-hop que j'aime beaucoup et qui arrive à être très varié. Et je vous invite aussi à retomber dans leur discographie, notamment les 2 premiers albums qui s'appelaient 3 Feet High and Rising et le deuxième qui s'appelait De La Soul is Dead, parce que c'est de la balle. C'est beaucoup d'informations. Et maintenant, Laurent va nous donner les chiffres du box-office de la Soul. Est-ce qu'on a on va faire un point box-office global, donc BD, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. La météo du box-office. Non, sérieusement, Tu nous as donné envie. pardon, tu peux nous caler quelques secondes de la soul en générique de fin? J'en mettrai déjà en fond, mais oui, tu en auras en générique de fin. Voilà, c'était le podcast le plus court de l'histoire de la Un peu Hour. plus court que d'habitude. Parce que c'était le matin. Parce que Et c'est le matin c'est plus dur. difficile. Hein. Merci beaucoup Laurent. Bah merci à vous. Ouais, merci Laurent, Accompagné bienvenue. sur cet épisode. On rappelle qu'il écrit sur le box-office pour les nuls et qu'il fait les vidéos du Monsieur le Chiffre. Tout à fait. On mettra Et- les adresses dans les descriptions des. Comme on des fait médias souvent. pour- Comme on fait jamais. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce podcast, Oui, Mathieu alors Mathieu, qu'est-ce Ah, tu qu'on fais retient un- de ce Tu fais un podcast? petit bilan. Qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on a un chauve qui tue des gens. Ah, c'est beau, ça fait plaisir. On retient quoi? On retient une nana dépressive, une avocate dépressive de 30 ans. Est-ce Mais qu'on la retient c'est vraiment? un très joli portrait, il faut aller le voir. Très beau Et film. vous pouvez enchaîner le même week-end en allant voir Kubo. Kubo et l'armure magique qui Vous sort pouvez mercredi acheter, le 21 septembre. Ravage adapté de Barjavel par Morvan en BD. parce que Juste c'est en vachement sortant bien. du cinéma. En sortant du ciné, vous allez à la petite librairie. Fnac, hop. Voilà. Et vous Dans la rue, vous écoutez de la soul sur Exactement. votre petit Ou Walkman. au sport, quand vous courez sur votre tapis, vous pouvez écouter de la Soul. Tout à fait. Hein, Mathieu? Voilà. Et en rentrant chez vous le soir, vous regardez The Get Down. The Donc, Get c'est toi qui- Down. Oh là là, merde. J'étais down. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir. Et vous n'allez pas voir Baignure. Et parce que vous ça marche n'allez pas. oui, surtout, et ne vous trompez Baignure, pas de non. salle. C'est Kubo, pas C'est Baignure. Kubo, pas Baignure, c'est ça. Et n'hésitez pas à commenter l'émission en nous conseillant vos prochains films. Et promis, la prochaine fois, on reviendra avec de la bière. Même à 10h, hein, ça peut. Non. Un peu tôt Ouais, quand même. non, Quand c'est- même. Bon, allez, on va s'ouvrir une bière, donc on vous invite à faire de même. À très vite. Ciao. À bientôt. Bisous. Merci. Salut. Keep it straight cash. Counterfeit, keep it straight cash. Counterfeit, keep it straight cash. Crooked counterfeit, straight cash. 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 You're a peanut with a cashew.